Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous sommes bien dans la chapelle basse Saint-Saturnin. Bienvenue au Festival de l'Histoire de l'Art. Comme vous le savez, cette manifestation est organisée de façon conjointe par le Château de Fontainebleau et l'Institut national d'Histoire de l'Art. Cette année, la programmation tourne autour du thème du climat et autour du pays invité, la Belgique, avec des programmations de conférences, rencontres, performances tout au long de ce week-end. Donc, nous espérons vous retrouver jusqu'à demain soir. Et tout de suite, je vais passer la parole à Damien Delille pour vous présenter les intervenantes de cette table ronde qui sera consacrée au patrimoine de mode face au changement climatique. Et sans plus tarder, afin que nous puissions pleinement profiter de cette heure, je passe la parole à Damien Delille qui va modérer la séance. Merci beaucoup France de cette présentation. Merci beaucoup à toutes et à tous d'abord d'être présents pour cette séance un peu particulière. Effectivement, donc, pour en quelque sorte rentrer dans le thème justement du climat, le thème qui est celui de cette année du festival, on avait proposé, on avait imaginé justement d'envisager cette question des patrimoines de mode dans un contexte à la fois actuel mais aussi d'interroger l'histoire de ces patrimoines de mode et de voir surtout que précisément la mode est une industrie polluante, on le sait tous et toutes, et qu'elle a une histoire assez particulière et que à l'origine même de la constitution des patrimoines de mode, eh bien, ces questions de climat, de changement climatique pouvaient être interrogées. Alors, je voudrais tout de suite, d'abord et avant tout, présenter mes chers collègues qui viennent justement avec moi présenter et organiser cette table ronde. Je commence par Isabelle Cantista. Isabelle qui nous a fait le plaisir de venir du Portugal. Donc je suis très heureux d'être avec elle aujourd'hui. Isabelle Cantista qui est professeure à Lusíada Université, donc au Portugal, à la Faculty of Economics and Business, et qui est d'ailleurs la doyenne justement de cette faculté, et qui organise en fait depuis plus de 10 ans un très beau rendez-vous d'ailleurs, alors qui n'est pas du tout concurrent de celui du Festival Histoire de l'Art, la Global Fashion Conference. Et c'est à cette occasion justement qu'on s'était rencontrés, puisque nous avions organisé en 2020 ce congrès, d'où vient justement ces différentes réflexions que nous allons vous proposer aujourd'hui, et qui d'ailleurs continuent bien entendu de se programmer non plus tous les 2 ans mais tous les ans, et avec très prochainement d'ailleurs un appel à communication pour le prochain thème Fashion for the Common Good. Et je dirais que ce qui est intéressant, c'est de voir que ces rencontres sont des rencontres profondément interdisciplinaires, c'est-à-dire qu'elles touchent à la fois des historiens de l'art, des historiens de l'économie, de la consommation, mais aussi des personnes en gestion, en économie, en information et communication. Et donc c'est peut-être aussi l'idée, l'esprit de cette table ronde que de faire communiquer les différentes disciplines au-delà de l'histoire de l'art stricto sensu. Et donc je la remercie à nouveau d'être avec nous pour cette table ronde. Et la seconde invitée, collaboratrice, Sylvie Marot, à nouveau aussi très heureux d'être avec nous, et très heureux, très content de voir que justement tu as pu venir aujourd'hui, malgré une petite santé, mais bon, ça va. Voilà, c'est ça, tu me diras. Sylvie Marot, qui est donc consultante de mode et qui est aussi historienne de l'art et des arts du spectacle, commissaire d'exposition. Et on doit citer à la fois donc des expositions et des catalogues d'expositions. Je pense en particulier à l'exposition consacrée à la créatrice de mode Anne-Valérie H. Décryénée, Anne-Valérie H. C'était donc le catalogue issu de l'exposition qui avait remporté d'ailleurs le prix du livre de mode à Lyon en 2017, ou encore, je cite plus récemment, une magnifique exposition qui a eu lieu à Nice autour de la maison de couture Le Coanet Mans au musée de la photographie de Nice. Alors l'enjeu donc de cette table ronde, peut-être je me présente aussi, je me permettrai moi-même de me présenter, l'enjeu de cette table ronde, c'est de revenir justement sur ces croisements, et moi-même en tant qu'historien de l'art et de la mode, maître de conférences en histoire de l'art contemporain à l'université Lyon 2, l'enjeu justement de ces patrimoines
va au-delà en quelque sorte d'une simple réflexion sur les objets. Elle touche plus particulièrement à des questions environnementales, éthiques, à l'heure précisément du réchauffement ou du changement climatique. Et donc c'était un petit peu l'esprit de cette table ronde que d'envisager de revenir en fait sur ces moments importants qui ont constitué, je dirais, l'histoire de ces patrimoines de mode et de voir, on va le voir en particulier donc avec Sylvie et avec Isabelle, de voir que ces questions peuvent se poursuivre en quelque sorte dans la constitution de ce qui deviendra peut-être les patrimoines du futur, les patrimoines du futur. L'objectif, c'était aussi de parler en quelque sorte de ce qui a constitué véritablement une réflexion au début de nos différentes rencontres que je viens d'évoquer, à travers donc, on peut le dire, une sorte d'histoire du patrimoine de mode, des patrimoines de mode qui se constituent particulièrement autour de l'histoire des musées, des expositions. Je voudrais revenir quelques instants justement sur cette évolution, sur à la fois donc des objets qui vont être sauvegardés, conservés, patrimonialisés, et surtout donc qui vont entrer en relation directe avec l'histoire des maisons de mode, des maisons de luxe, de l'histoire aussi des entreprises qui les constituent, et d'une histoire qui finalement est relativement récente. Une histoire récente puisque l'intérêt justement pour ces patrimoines l'est assez, une dizaine d'années, une quinzaine d'années qu'on s'intéresse véritablement à ces questions-là, alors que l'histoire, elle se constitue véritablement, je dirais, dans la seconde moitié du 19e siècle. Des études justement ont permis de voir, de comprendre comment se constituaient ces collections, et je voudrais repartir d'un des exemples qui est aussi important pour nous, c'est de voir justement comment ces patrimoines appartiennent en quelque sorte à une histoire très complexe de conservation d'objets qui, par nature, sont des objets éphémères, fragiles, et qui, pendant toute l'histoire que l'on voit, qui évolue, n'a pas forcément fait l'objet d'une conservation stricto sensu. J'en veux pour preuve avec ce fameux pourpoint, le pourpoint de Charles de Blois, qui est conservé donc au musée historique des musées des tissus, musée de Lyon, et qui est maintenant considéré comme l'un des grandes pièces majeures en quelque sorte de cette collection, qui est à la fois donc le témoin historique du passage du costume militaire à l'habit civil à partir donc de ce XVe siècle, qui est aussi donc un trésor textile des savoir-faire mongols, dont les fils d'or et les brocarts d'argent célèbrent précisément les dialogues entre Orient et Occident, mais aussi, et c'était l'enjeu de notre réflexion, source d'inspiration à la fois donc à travers cet objet historique dans les siècles qui ont suivi, et plus récemment encore à travers l'exposition qu'avait proposée justement le musée des tissus de Lyon, de Vivienne Westwood. Le pourpoint a été présenté à l'occasion de cette exposition et surtout montré que des créatrices contemporaines s'appuyaient sur ces patrimoines de mode, sur des objets très fragiles et finalement qui posent la question de la conservation et surtout du maintien de cette histoire à travers le recyclage, le réemploi en quelque sorte de formes, le réemploi de coupes et surtout le réemploi véritablement, je dirais, d'un imaginaire qui est celui du costume du XVe siècle. Donc c'était à la fois un vibrant hommage qui avait été rendu à Vivienne Westwood à certains de ses collectionneurs en quelque sorte, et de manière assez intéressante de voir comment cela pouvait aussi rentrer en dialogue avec les collections du musée des tissus. Alors, comme on le dit, les patrimoines de mode sont des ressources inépuisables, on le voit, mais des ressources fragiles, et rentrent en contact, en lien direct en quelque sorte, avec à la fois cette question de la transmission et cette difficulté actuellement de comprendre que ces objets peuvent être précisément soumises aux aléas du climat, soumises aux aléas des différents enjeux à la fois climatiques et éthiques, et nous allons voir des enjeux qui, bien entendu, nous dépassent en tant que tels, dépassent le simple cadre des patrimoines de mode. Je voulais évoquer un autre point important, c'est le fait que ces questions de patrimoine concernent plus globalement l'ensemble des bibliothèques, des archives, des musées qui s'occupent de ces questions patrimoniales, avec notamment the European Fashion Heritage Association, une association, enfin en tout cas une structure européenne qui est là pour précisément montrer que ces patrimoines sont vivants, qu'il faut les conserver et qu'elles sont soumises là aussi à des enjeux climatiques importants. Et je
je vous cite simplement leur site, hein, vous pouvez aller plus loin et justement préciser, enfin en tout cas voir les activités qu'ils mènent à l'échelle européenne. On voit en tout cas que ces initiatives sont très importantes puisqu'elles permettent à la fois de défendre une forme, alors certes de diversité, d'inclusivité des différents patrimoines qui vont de plus en plus s'élargir au fur et à mesure des années, mais aussi, et c'est un des enjeux importants liés notamment par les principes de l'UNESCO, de véritablement défendre des questions de sauvegarde et d'enjeux environnementaux dans un contexte qui est un contexte économique des textiles et de mode très polluant et qui pose évidemment des enjeux climatiques et éthiques importants. Cette question donc de cette histoire, il faut la remonter en fait, et je voudrais dire quelques mots à ce sujet. Donc au XIXe siècle, hein, je l'évoquais tout à l'heure, vous présentez quelques éléments qui permettent de comprendre en fait les jalons finalement de la constitution de ces patrimoines de mode. Il faut penser avant tout aux premiers musées qui vont être là pour conserver, comme je l'ai dit, des objets très fragiles. Les objets textiles, ici on va s'intéresser plus particulièrement aux objets vestimentaires, aux accessoires. Ces objets textiles, eh bien, pendant très longtemps, ont fait l'objet d'une sauvegarde, mais très complexe à mettre en œuvre. Et peu à peu, à la fin du XIXe siècle, se met en place une véritable pensée du patrimoine de mode à travers les premiers musées. Alors, je vais vous faire un panorama très restreint. On va s'intéresser principalement à la France et l'Angleterre, mais il y a bien entendu d'autres exemples. J'évoquais tout à l'heure le musée des tissus de Lyon, qui est un des premiers musées à s'intéresser à la conservation de ces objets. Ici, le musée des arts décoratifs de Paris va à la toute fin du XIXe siècle, s'intéresser aussi à sa conservation. Et à partir de là, se posent de nombreuses questions sur précisément la valeur de ces objets, leur authenticité et surtout donc les expositions, la valeur dont ces expositions peuvent nous donner à voir de nouveaux objets de patrimoniaux qu'il s'agit de conserver, en particulier autour de ces expositions. Là, l'exposition universelle de 1900, avec le Palais du Costume qui met en scène et qui met précisément en images et en vêtements cette nécessité de conserver une activité en train de se faire. Hein, puisque c'est aussi une des questions qui se posent, c'est-à-dire comment montrer des objets, quand je parle d'objets, des objets vestimentaires, comment montrer des objets qui sont par nature destructibles, éphémères, que l'on porte, que vous-même, par exemple, vous portez. Je ne sais pas si vous portez tous et toutes des patrimoines de mode aujourd'hui, mais en tout cas des objets qui n'ont pas été pensés pour être conservés, qui n'ont pas forcément de vision ou de valeur pécuniaire importante, ou du moins de valeur symbolique aussi importante, et tout cela dans un contexte qui est celui, donc, que je l'évoquais tout à l'heure, des expositions universelles, dans un contexte où, rappelons-le, en 1900, plus de 50 millions de visiteurs viennent à Paris. D'ailleurs, et ce sont des enjeux qui se posent actuellement, quel est le coût environnemental des expos universelles au XIXe siècle ? C'est une question qu'on peut se poser lorsque l'on voit précisément un nombre aussi important de personnes venues du monde entier visiter ces expositions. Quelles sont les conditions matérielles de l'accueil de ces visiteurs ? Toutes ces questions sont d'ailleurs de plus en plus posées par les historiennes et les historiens et nous permettent en quelque sorte de mettre en perspective précisément le fait que dans ces différents pavillons, il y a le pavillon du costume et que donc ces visiteurs découvrent en quelque sorte de nouvelles formes, de nouveaux patrimoines de couture. Ici, vous avez notamment cet exemple du stand de la maison de couture Vort, qui est une des toutes premières maisons de couture, comme on dit à la fin du XIXe siècle, qui est présentée avec des créations qui principalement sont des créations contemporaines en dialogue constant avec le passé. Alors, ici, cet exemple est surtout, donc très rapidement, des savants, des historiens principalement, qui vont de plus en plus se poser la question précisément de la conservation de ce textile. Dans les premiers bulletins de la Société de l'histoire du costume, dont vous avez ici un exemple de frontispice, en tout cas de première page de ces bulletins, on voit apparaître des questions qui ont trait à ces dimension donc de valorisation, en tout cas de sauvegarde de ces patrimoines éphémères, de questions qui ont trait aussi à des questions notamment de matérialité, c'est-à-dire de questions liées au textile, à la valeur matérielle de ces textiles, et puis surtout à plus globalement une réflexion d'identification, de classification et d'interprétation de tous ces objets qui vont peu à peu, vous le voyez, rentrer progressivement dans les collections des musées
ici donc en France, et qui vont peu à peu être étudiés et rentrer plus globalement dans une histoire de la mode en train de se faire. L'enjeu important, c'est de voir que cette histoire se trame à travers des enjeux certes historiques, mais aussi commerciaux, puisque, comme je l'ai montré, l'exposition universelle, c'est avant tout des créateurs, des maisons qui viennent d'être à peine qui sont créées depuis quelques décennies, comme la Maison Worth, et donc de voir comment l'histoire se crée en lien direct avec les entreprises. Et c'était une des particularités de ces patrimoines de mode, c'est ce lien très fort qui unit à la fois la valeur patrimoniale, mais la valeur aussi commerciale et le fait que ces entreprises soient très présentes. Tout cela va progressivement donc se développer à travers la création d'autres musées, notamment des collections donc, de cette fameuse société que j'ai montée à l'instant, la société donc, de la société de l'histoire du costume, qui rassemble une collection qui va donc être fondée en 1907 et qui, à partir de cette collection, va pouvoir étudier ces vêtements et surtout, comme je l'ai dit, engager une conservation et une étude plus particulière sur le textile. Ces collections vont en fait alimenter d'un côté le musée des arts décoratifs et de l'autre le Palais Galliera, puisque cette collection va être donnée à partir de 1920, et bien précisément au musée Carnavalet futur, donc le musée Carnavalet qui après donnera en fait ces collections au futur Palais Galliera à la fin des années 1970. Donc vous le voyez, cette transmission se fait d'abord et avant tout par des savants, des amateurs, et surtout donc engage un acte véritablement de mémoire autour de ces patrimoines, et une mémoire qui se trame à travers une identité qui est celle, vous le voyez si je donne quelques exemples généraux, une histoire du costume avant tout occidental, une histoire du costume de la noblesse principalement, donc une histoire du costume qui est précieux, qui a une valeur d'authenticité et surtout une valeur, je dirais, mémorielle importante, mais une histoire qui met pendant très longtemps de côté, je dirais, la majorité de la population, c'est-à-dire précisément des habits qui ne sont pas conservés, qui ne sont pas retenus. Cette question, elle va se poser à la fois pour les musées français, mais aussi pour les musées anglo-saxons, et je voudrais passer donc tout de suite de l'autre côté de la Manche avec l'autre exemple important qui à la même période se constitue, l'autre exemple de collection du Victoria and Albert Museum, qui va lui aussi engager une réflexion sur ces différents patrimoines. Cette question, c'est surtout ce rapport intime, personnel, que les différents collectionneurs entretiennent avec ces objets, et donc cette sorte de rupture qui va progressivement se faire entre des objets appartenant à une famille, appartenant à je dirais, un cercle très restreint qui devient en quelque sorte objet patrimonial appartenant à tout le monde, appartenant à une collection publique. Cette question va se poser donc en France et dans un contexte anglais, à partir notamment de collections privées qui deviennent collections publiques, ici notamment les premières collections du V&A, du Victoria and Albert Museum de Londres, de la famille Isham, qui est une des premières en fait, collections embryonnaires du musée, de collection de costumes du Victoria and Albert Museum, qui, cette famille Isham, avait gardé pendant près de 2 siècles l'ensemble des costumes et qui se transmettait en quelque sorte de père en fils, de mère en fille aussi, et pendant 2 siècles, on voit se constituer une collection assez importante de robes, de broderies, dès le XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle, qui deviendra les premières collections embryonnaires du Victorian Albert Museum. Toutes ces questions, tous ces enjeux, vous le voyez, permettent de comprendre finalement que ces patrimoines de mode se constituent dans un rapport particulier à une mode, ou surtout à des objets qui ont tenté d'être gardés intacts dans ces familles, mais qui pour la plupart du temps sont détruits, rapiécés, totalement réorganisés en quelque sorte dans un imaginaire qui est celui d'une mode intemporelle où finalement l'objet originel, l'objet premièrement créé et produit, est souvent difficile à retrouver en quelque sorte. Et ça, c'est une des questions qui se posent. Vous le voyez, progressivement, je m'achemine évidemment vers des questions de conservation, de sauvegarde de ces objets, qui vont de plus en plus nous poser des questions dans la seconde partie du XXe siècle. Comment garder une mémoire vivante? Non pas uniquement les objets du passé, 17, 18, 19, comme je viens de le montrer avec le musée d'art décoratif et le Victorian Albert Museum, mais progressivement
effectivement une mode en train de se faire. Et donc, dans la seconde moitié du XXe siècle, eh bien, cette question va se poser à partir précisément d'une reconfiguration des expositions de mode. Je voudrais vous en citer une, c'est celle du photographe Cecil Beaton, qui, en 1971, va proposer une exposition, Cecil Beaton's Fashion, an Anthology, au V&A. Le V&A invite la photographe Cecil Beaton à proposer un regard sur, non pas l'histoire de la mode, mais précisément sur la mode en train de se faire. Et je vous montre quelques vues de cette exposition donc de 1971. Vous pouvez peut-être repérer très facilement la tenue iconique de Yves Saint Laurent, inspirée justement de la grille orthogonale de l'artiste néerlandais Piet Mondrian. D'autres créations des grandes maisons de couture, principalement françaises, qui justement sont des créations en train de se faire. À partir de là, la création vivante va de plus en plus rentrer au musée, et surtout, eh bien, cette création vivante va poser énormément de questions, précisément, de conservation face à des objets qui, encore une fois, sont soumis aux aléas de l'hygrométrie, de la température, de la lumière, des enjeux de musée qui, très rapidement, vont poser des problèmes, justement, aux conservateurs et conservatrices de ces musées. Comment arriver à conserver des objets qui par essence, ou du moins par principe, ne sont pas forcément faits pour être conservés, ils sont faits surtout pour être consommés en quelque sorte, ou portés. Comment justement garder ces patrimoines vivants? Et donc c'est à partir de là que se posent précisément des enjeux qui nous occupent aujourd'hui, des enjeux patrimoniaux que nous avons voulu précisément interroger à travers cet ouvrage que nous avons coordonné donc avec Isabelle Cantista sur précisément les patrimoines de mode. Cet ouvrage donc, qui est sorti il y a quelques mois, au mois de décembre dernier, rassemble donc un ensemble de contributions, et il nous a paru intéressant justement d'évoquer ce travail-là que nous avons mené pendant près de 2 ans pour interroger précisément la mise à l'épreuve en fait de ces patrimoines dans un contexte de réchauffement climatique. Donc cette introduction en quelque sorte à la constitution de ces patrimoines vient en retour interroger aussi à la fois donc cette question de l'environnement, cette question en particulier, je vais vous montrer quelques exemples d'articles qui sont traités dans cet ouvrage, d'entreprises, d'industries qui pendant très longtemps, ont été des industries très polluantes. Je vous donne un exemple dont fait partie de l'ensemble des articles de cet ouvrage. L'article donc, de notre collègue, qui est d'ailleurs actuellement en train de terminer sa thèse, Audrey Colonel, à Lyon, dans mon laboratoire de recherche, le LARA, et qui travaille sur l'histoire précisément du gant. Du gant dans un contexte qui est celui principalement de Grenoble, de l'Isère, et de cette industrie de gantier qui fait partie véritablement d'une mémoire vivante, une mémoire collective importante dans ce contexte alpin, et qui aussi, c'est ce que démontre Audrey Colonel dans son article, est avant tout, dès le XIXe siècle, une industrie très polluante. Son article démontre précisément que ces objets sont à la fois des objets, donc ces gants que je vous montre ici, qui viennent en l'occurrence de la ganterie de la maison de ganterie Jouvin, dès le XIXe siècle. Eh bien, ces gants vont en quelque sorte répondre à une demande très importante au XIXe siècle, une demande de l'industrie du luxe, mais surtout une demande qui va très rapidement se populariser à la fin du XIXe siècle, mais qui va aussi engendrer des dégâts très importants, donc à la fois d'un point de vue environnemental, mais surtout d'un point de vue humain. Et c'est ce qu'elle démontre dans son article. Elle montre tout simplement que l'industrie du cuir, l'industrie du gant, est une industrie alimentaire, notamment l'usage de restes d'animaux, d'extraction de viande pour pouvoir produire précisément ce cuir. Et cette question donc de l'industrie polluante, de l'industrie du cuir, a très rapidement obligé en quelque sorte les industriels à penser ou à repenser les déchets produits par cette industrie. Comment recycler, comment tirer profit finalement d'une industrie très polluante et surtout qui produit beaucoup de déchets. Et ces questions donc se sont posées à travers, vous le voyez donc, ces exemples de transformation notamment de peau en cuir pour réduire en quelque sorte les nuisances environnementales, mais aussi par exemple les nuisances
olfactive. Et Audrey Colonel le rappelle, il y a différents niveaux de pollution, bien entendu, mais surtout donc des industries très polluantes qui vont très tôt en fait être mises à l'écart des villes, puisqu'on sait notamment que les tanneries parisiennes vont être expulsées du centre de Paris dès 1673. Et ces questions donc vont se poser dans un contexte ici grenoblois, isérois, avec évidemment, je dirais, une industrie qui est très importante en termes d'emploi, mais qui pose en retour des questions climatiques et surtout environnementales très, très problématiques. Alors, dans ce contexte-là, il est clair que les exemples sont... voilà, il y a énormément d'exemples. Je voudrais évoquer un deuxième exemple et je vais en quelque sorte conclure ma première partie de présentation sur ce deuxième exemple et passer la parole à Sylvie pour évoquer cette question que je présentais tout à l'heure, donc des nouveaux matériaux, des nouveaux, je dirais, textiles, des textiles innovants, des textiles en particulier synthétiques, qui vont se développer dès la première partie du XXe siècle et qui vont surtout, je dirais, beaucoup plus être reprises par l'industrie de la culture dans la seconde partie du XXe siècle, et notamment, justement, ce type de tenue en latex et caoutchouc qui pose beaucoup de questions à partir des années 60, beaucoup de questions sur ces enjeux de conservation et surtout donc d'industrie polluante. J'en veux pour preuve donc cet exemple de cette tenue de Thierry Mugler, donc du couturier français, de cette collection donc printemps-été 1997, qui en fait avait été présentée lors d'une exposition. Sylvie me racontait cette histoire assez intéressante au musée d'art et industrie de Saint-Étienne en 2001. Une tenue donc, qui n'était peut-être pas présentée de la même manière, on peut l'imaginer. C'était pas celle-ci exactement, mais c'était une des tenues qui s'était inspirée, parce qu'il y avait toute une série en fait, de tenues inspirées de ces fameuses habits tailleurs pneus de cette collection de 97, et qui, au bout d'une semaine, est devenue blanche. Pour des questions de luminosité, pour des questions évidemment aussi donc de présentation dans un espace de musée, l'altération très importante de cette tenue a obligé les conservateurs et surtout Sylvie pourra en parler mieux que moi, à retirer la pièce et à penser à des alternatives. Donc cet exemple est assez intéressant, il est assez paradigmatique, je dirais, de ces enjeux, vous le voyez, des patrimoines et surtout de l'introduction en fait de la mode en train de se faire à partir donc d'innovations techniques et technologiques toujours de plus en plus importantes, de ces enjeux précisément de muséographie, surtout de patrimonialisation de ces objets dans un contexte qui est celui assez paradoxal, de vêtements faits pour être portés quelques instants ou un moment dans une dimension éphémère et qui d'un seul coup se retrouvent précisément soumis aux contraintes de durabilité de l'exposition et surtout du patrimoine. Tout cela donc à travers en particulier l'usage de tenues innovantes, comme je l'expliquais ici, qui nous montre à quel point ces patrimoines sont toujours intéressants à étudier, mais surtout posent énormément de questions, de problèmes à celles et ceux qui souhaitent les valoriser. Donc je cède la parole à Sylvie pour poursuivre cette réflexion. Oui. Le cas de cette robe ou tenue était quand même... C'est vrai, quand on a préparé la conférence, je lui ai dit, tu peux citer mon premier cas catastrophe, mon premier job, ma première exposition, et donc avec tout ce que ça a aussi de naïveté et de méconnaissance, tout simplement. Mais méconnaissance partagée, méconnaissance qui venait de moi-même, mais aussi du patrimoine Mugler, qui à l'époque n'était pas véritablement constitué, et qui... prêtait peut-être facilement des pièces sans avoir au préalable fait un constat d'état et surtout s'être interrogé sur la nature des matériaux. Alors le latex, parce qu'on ne sait pas en fait exactement quelle était précisément la nature de ce matériau, et on ne le cessera de dire, mais la connaissance du matériau fait la connaissance du vêtement et fait la connaissance de la conservation et des gestes à faire ou à ne pas faire. Donc latex, caoutchouc, allons savoir si c'était un caoutchouc naturel, un caoutchouc synthétique, on ne le saura jamais. En tout cas, effectivement, catastrophe était faite. C'est-à-dire que le fait d'exposer la pièce, de la présenter à la lumière, à l'air, à un changement de température, on ne saura jamais, encore une fois, ce qui s'est passé. Mais à part ce mouvement de panique quand même assez immédiat de se dire « mais j'ai rêvé la pièce qui était... » Le principe du caoutchouc, vous savez, c'est que ça
à 90%, nos pneus sont constitués de caoutchouc parce que c'est noir, c'est graphite. Quand vous vous retrouvez un matin, tout va bien, vous ouvrez les lumières et tout d'un coup, la pièce est blanche, votre ventre fait 2-3 petits tours quand même, quoi. Donc voilà. Donc je vous avoue que c'était il y a 20 ans, pile, quasiment, un petit peu plus, et que aujourd'hui, dans mes premiers gestes, dans mes premières questions quand j'emprunte, c'est avez-vous bien connaissance de la matière de votre vêtement, et est-on bien sûr qu'on peut l'exposer, s'il vous plaît, merci. Donc voilà. Mais en tout cas, tout ça pour dire que oui, évidemment, cette connaissance des matériaux. Attendez, je vais mettre, vous savez quoi, mon petit timer, comme ça. Je ne vais pas dépasser et je vais laisser, voilà, parce que je me connais. Hop, voilà, comme ça fait bip et on me coupe. Oui, tout ça pour vous dire qu'effectivement, le maître mot quand même en conservation des objets vestimentaires, au sens large du terme, c'est la connaissance de la matière première, donc du textile. Et pour rendre hommage, puisque nous sommes en cette conférence avec un thème du climat, mais aussi avec la Belgique comme membre invité, il s'est tenu il y a quelques jours là un colloque justement rendant compte d'un travail de recherche qui s'appelait Glossy Surfaces et qui rend compte justement de ces problématiques des matériaux. Alors bon, là c'est en l'occurrence sur des matériaux thermoplastiques bien précis, mais peu importe. C'est-à-dire que plus la recherche avance sur des matériaux que l'on croit connus parce que contemporains, eh bien justement, nous n'avons pas le recul de ces matériaux et nous ne savons pas comment ils réagissent et comment ils interagissent plus encore avec d'autres matériaux. Donc j'ai hâte, je pense qu'il y aura des actes de colloque voilà, de ce symposium qui s'est tenu là 24-25 mai, enfin, il n'y a pas très longtemps au MOMU à Anvers. Bien sûr, ces questions de conservation et de valorisation interrogent, elles interrogent de toutes parts. Le dernier forum qui s'est tenu, le forum de la mode, hein, qui s'est tenu hier ou avant-hier, qui est donc un rendez-vous de la mode en France cette fois, soutenu par le ministère de l'économie d'une part et par le ministère de la Culture d'autre part, organisait 3 tables rondes. Et c'est assez symptomatique. Dans ces 3 tables rondes, il y en avait une sur l'héritage des marques et une sur l'éco-responsabilité. La 3e, je ne sais pas, elle n'a pas retenu mon attention. Mais tout ça pour vous dire qu'on est vraiment au cœur profondément de ces problématiques, tu le disais tout à l'heure, qu'elles soient philosophiques, techniques, économiques, sociologiques. On est dedans, on n'a pas le choix, de toute façon. Ces problématiques, elles touchent bien sûr plus largement les membres même des grands réseaux internationaux, et bien sûr l'ICOM en fait partie, et je dirais même est une locomotive, évidemment, pour tout le reste de la profession. Et il y a un plan stratégique 2022-2028 qui a pour but de développer et de surtout mettre en place des programmes de formation pour les musées. Alors, bon, nous, le textile nous intéresse plus ici, mais ça touche bien sûr tous les types de musées. Et surtout, mettre en place des outils, des boîtes à outils, voilà, qui ne sont pour le moment pas tout à fait encore accessibles. Parce que vous le savez ou vous ne le savez pas, je vois qu'il y a beaucoup de spécialistes, mais il y a peut-être aussi des novices. Il y a quand même encore une grande scission, j'allais dire, entre la conservation et la restauration, et d'une certaine façon aussi la monstration. Donc on a tendance à... Alors cette tendance à... J'ose croire qu'elle s'atténue, mais pendant très longtemps, on a scindé ces 2 domaines comme des choses contraires et contradictoires. Eh bien non, preuve en est, vous ne connaissez pas les matériaux, vous les exposez, vous faites n'importe quoi. Donc voilà, travailler main dans la main avec un restaurateur quand on est conservateur, moi en l'occurrence je suis commissaire d'exposition, je ne peux pas travailler sans quelqu'un qui n'a pas la connaissance même du textile. Et mes connaissances ne sont pas suffisantes pour cela. Et je crois que même quand on est sûr de ses connaissances, c'est toujours bien de se remettre en question. Donc oui, Damien l'a dit tout à l'heure, dans un autre mouvement, on est dans une espèce d'accélération comme ça de la monstration de ces patrimoines de mode qui n'ont peut-être pas été constitués forcément pour ça. Mais en tout cas, c'est vrai. L'exposition universelle, tu le disais, 50-55 millions de visiteurs. En 71, l'exposition au V&A,
je n'ai pas les chiffres, mais en tout cas révolutionne l'idée de la mise en exposition de mode, la révolutionne de par sa façon de faire, mais aussi dans la façon de ce que l'on va montrer. Tu le disais très bien, c'est-à-dire qu'on est dans un mouvement de montrer la mode en train de se faire. Et Diana Vreeland, qui est donc l'ex-rédactrice en chef du Harper's Bazaar et puis du Vogue, qui va servir de consultante au Met, va ne cesser de se référer à cette exposition de 71, et dès 73 va présenter alors un créateur qui venait de mourir. Bon, c'est ballot, c'est comme ça, Balenciaga, mais on était quand même dans une mode en train de se faire. 10 ans après, c'est la première à exposer Yves Saint Laurent. Donc ce mouvement va s'accélérer, et je veux bien que tu passes, on viendra à celle d'après, vas-y. Ouais. Et on est dans une espèce comme ça d'accélération un peu sans retour, enfin je le crois, des expositions de mode. Donc il y a un ouvrage qui est particulièrement intéressant qui s'appelle Exhibiting Fashion, Before and After, je vais vous dire en français, 1971, mené par Judith Clark et Amy Delahaye, et qui va lister une sorte d'inventaire des grandes expositions de mode à travers le monde. Donc 71 étant cette exposition charnière où on passe vraiment à des modèles d'exposition tels qu'on peut les imaginer aujourd'hui. Et ce qu'on constate, c'est une croissance constante. En 71, on a 7 expositions de mode. En 2012, on en a 39. Avec des pics. 2010, plus de 50 expositions. 2007, pareil. Au-delà de cette montée en flèche des expositions, on a aussi des montées en flèche des expositions dites monographiques, au détriment des expositions thématiques, pour plein de raisons, et notamment pour des raisons économiques. C'est plus simple de faire une exposition monographique puisque vous avez moins de prêteurs, donc moins de convois, moins de personnes à gérer, des histoires d'assurance, et donc une économie, mais aussi une économie qui va dans, voilà, on voyage moins, ou pas, on verra, parce que tout cela n'est pas si simple. Donc par exemple, entre 83 et 2010, on peut compter 15 expositions consacrées à Yves Saint Laurent. Je ne parle pas du musée Yves Saint Laurent qui eux-mêmes font leurs propres expositions. Entre 73 et 2022, pas moins d'une dizaine d'expositions consacrées à M. Balenciaga. Et encore une fois, je ne prends pas en compte le musée Balenciaga qui lui-même organise ses propres expositions. Je prends l'année 2015, qui est une année assez symptomatique, qui est une sorte d'année de record, malgré elle, en tout cas c'est un constat que l'on peut faire. On a plus de 50 expositions mode, alors je parle des grands musées, évidemment parce qu'il faut faire des critères, en tout cas des grandes institutions. 2 tiers des expositions sont des monographies. Donc ça rejoint le constat que j'ai fait tout à l'heure. Et surtout, 80% des sujets sont des sujets contemporains. Donc encore une fois, cette question de l'économie, économie de moyens, j'allais dire d'une certaine façon aussi parfois, peut se poser, ou peut-être tout simplement des questions philosophiques, ou en tout cas, voilà, c'est quoi la mode en train de se faire? Est-ce se regarder dans notre contemporanéité ou au contraire mettre notre contemporanéité au regard de l'histoire? Allez savoir, je vous les juge. Je pense que vous pouvez aussi vous faire votre avis. Et puis, alors année de record, alors je le fais un peu comme ça de mémoire, mais ce qui était assez drôle, c'est que bien sûr tous ces chiffres que l'on peut vous donner, parce qu'on a une escalade du chiffre, la presse adore les 5 meilleures expositions, enfin bref, les blockbusters, ça fait rêver. 2015 était assez intéressante parce que tous les chiffres que je vous montre là sont les meilleurs chiffres des institutions en question. Par exemple, l'expo Balenciaga à la Cité de la Dentelle de Calais, avec 27 000 visiteurs, c'était leur meilleur chiffre de fréquentation. En comparaison, bien sûr, vous pouvez mettre donc les chiffres du Met avec plus de 800 000 visiteurs pour l'exposition China. Le Victoria Albert Museum, c'était la première fois avec l'exposition d'Alexander McQueen qu'ils accueillaient, recevoir n'est pas très joli, qu'ils accueillaient plus de 400 000 visiteurs, etc., etc., etc. Gautier au Grand Palais, au Grand ou Petit Palais, je ne sais plus, a fait plus que Picasso. Donc vous voyez que l'histoire de l'art aussi, il y a de quoi frémir, il y a de quoi avoir peur de la mode, et elle a raison. Tout ça pour, je dis plus que tu avances.
Tout ça pour vous dire aussi que ces chiffres, ces espèces de blockbusters ou ces record-breaking exhibitions qui font peut-être un peu frémir, qui font rêver aussi d'une certaine façon. En tout cas, quand on est organisateur d'exposition, c'est toujours plus agréable d'avoir 1 million de visiteurs que 10 000. Mais ça montre aussi plusieurs choses. D'une part, un recentrage du regard, et puis peut-être aussi d'une certaine façon une limitation du regard. Si on vous montre les mêmes partout, à un moment, quelle est l'unicité de chaque institution? Et c'est pour ça que moi, personnellement, j'aime beaucoup les plus petites institutions qui peuvent se permettre aussi d'oser des sujets peut-être moins faciles. Et puis se pose aussi la question de l'itinérance de ces expositions. Alors c'est une vraie question que je pose, mais je n'ai absolument pas de réponse à cela et je n'ai pas de chiffres non plus pour étayer cela. Mais vaut-il mieux organiser une exposition, je dis n'importe quoi, à Anvers, parce que j'adore Anvers, et proposer à tous les visiteurs du monde d'aller à Anvers, ou de prendre cette même exposition et de la faire voyager et d'atteindre différents publics? Je ne sais pas. En termes de bilan carbone, probablement que l'itinérance de ces grosses expositions qui sont prévues pour l'itinérance. L'avantage de l'itinérance, on pourrait dire, c'est qu'on va mutualiser les moyens. On va mutualiser l'achat de mannequins, par exemple. On va mutualiser les convoiements, on va mutualiser les encaissements, enfin les encaissages. Mais bon, je ne sais pas. Ce sont des vraies questions que je me pose. Je n'ai absolument pas de réponse là-dessus. Pour en revenir à notre sujet, il y a quand même aussi quelque chose, je veux bien que tu avances, tu peux avancer encore, ouais. Il y a quand même une question, alors ça je le dis peut-être pour les non-spécialistes qui sont ici, bon, les spécialistes qui sont là trouveront sûrement la chose, j'enfonce des portes ouvertes en disant cela, mais il faut quand même rappeler, et Damien l'a évoqué, le fait que l'objet vestimentaire est vraiment une petite nature quand même. Il est vraiment pas, on ne peut pas lui faire confiance, quoi. C'est vraiment un objet fragile et ça le rend différent de tout autre objet. Alors bien sûr, ici, on est dans un festival d'histoire de l'art et je ne dirais pas que les tableaux ne sont pas fragiles. Je me fais une petite pensée à Soulages, mais bien sûr, mais la difficulté du vêtement, c'est qu'il est fragile de par sa constitution, c'est-à-dire qu'il ne se tient pas de lui-même. C'est-à-dire qu'il n'a pas une structure qui lui permet de se tenir. Vous prenez un vêtement, je suis désolée, il tombe. Voilà. Vous prenez un tableau, dans le meilleur des cas, normalement, si vous avez un mur, vous pouvez quand même la coller contre un mur, quoi. Normalement, ça tient à peu près. Donc, il a cette nature fragile de par son matériau, textile, la plupart du temps, mais composite. Quand je dis textile, vraiment, encore une fois, au sens très large du terme, on ne va pas rentrer dans des considérations trop précises. Mais donc, ce vêtement est fragile de par sa nature, mais il est aussi complexe dans son mode de présentation. Il n'est pas autonome, donc il a besoin nécessairement d'un support. Et le meilleur support que l'on connaisse, ou en tout cas peut-être le plus facile, le plus évident, c'est le mannequin. Et quand on conçoit une exposition, donc une monstration d'objets vestimentaires, la question de comment on va montrer ce vêtement est une des questions peut-être les premières qui se posent. Déjà en termes de budget, parce que les mannequins, ça coûte très cher, mais pas seulement. Le mannequin n'est pas qu'un support, c'est aussi un support qui fait sens. Et c'est là où ça devient compliqué. C'est-à-dire que présenter, essayez de vous imaginer, vous prenez n'importe quel vêtement, prenons un vêtement contemporain, parce que ne partons même pas dans l'historique. Prenons un vêtement contemporain. Cette très jolie chemise de Damien, blanche, neutre, parfaite. Je la mets sur un cintre. Vous l'imaginez, vous êtes dans un magasin de vêtements, vous avez une chemise sur un cintre. Ok. Vous la mettez sur un Stockmann. Tout de suite, c'est un petit peu différent quand même. Vous la mettez sur un mannequin avec une figure, une tête, mais neutre, blanche, et avec une attitude. Cette chemise va encore prendre un autre sens. Vous prenez un mannequin que vous avez fait sur mesure. Là, vraiment, vous êtes allé plus loin parce que je trouve que l'image de Damien est parfaite et que je voudrais vraiment rendre hommage à Damien. Et donc, je vais faire un mannequin mimétique à Damien. Donc, vous voyez bien que là, déjà, j'ai 4 propositions. Les 4 n'ont rien à voir et les budgets n'ont rien à voir non plus.
Donc on a du sens qui va différer, on a de l'intention qui va différer et on a un mode de support qui va être différent. Donc, et je pourrais aller plus loin encore dans la démonstration, et tout ça évidemment n'a pas le même impact sur l'environnement. Parce que faire un mannequin en résine, ou faire un mannequin en papier, ou faire un mannequin en plastique, ou en bois, ou que sais-je, en polyuréthane, ça n'est pas les mêmes coûts. Et ça n'a pas la même intention non plus. Donc aujourd'hui, les musées, moi par exemple, en tant que commissaire d'exposition, je suis toujours un peu à la frange parce que je connais les contraintes des musées pour y avoir travaillé et en même temps, je veux une certaine liberté de créativité. Et quand on me dit, voilà le parc de mannequins disponible et que dans ce parc de mannequins, je ne vois que des schlappis, eh ben je pleure un peu. C'est pas que je n'aime pas le schlappi. Alors le schlappi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le mannequin qu'a choisi notamment Monsieur Yves Saint Laurent avec des attitudes très élégantes, mais qui sont donc très connotées aussi. Donc quand je fais une exposition, par exemple sur Anne Valériache, et qu'on me dit tiens, tu as des schlappis parce qu'on vient de faire une expo sur Balenciaga et c'était super. Oui, c'était bien pour Balenciaga, mais Anne Valériache, c'est pas de la haute couture. Donc le sens ne va pas. Donc moi, je suis obligée de leur dire non, je préfère encore rien. C'est-à-dire, je préfère encore des cintres plutôt que ça, parce que j'ai aussi un discours, moi, à faire derrière. Et donc, des coûts. Et donc, ok, comment on va le faire? Bon, évidemment, des coûts, de l'argent, du budget, enfin tout ce que vous imaginez, et du temps. Je veux bien que tu continues. Et quand on parlait d'itinérance tout à l'heure, eh bien, évidemment, on se retrouve avec aussi une difficulté du vêtement de comment on va le transporter, comment on va l'encaisser. Donc là, je vous mets deux exemples un petit peu extrêmes, hein, mais bon, c'est parce que déjà, je trouve ces images assez jolies, mais évidemment, on peut toujours choisir de transporter le vêtement à plat, dans des caisses classiques, à force de rembourrage de papier de soie ou autres matériaux, et là encore, ça mériterait une conférence à part entière sur quel est le bon matériau pour que le vêtement se déplace le mieux possible. Mais on peut aussi décider parfois de transporter le vêtement déjà mannequiné, pour plein de raisons. Parce qu'on n'a pas confiance en l'institution, parce que l'institution n'est pas capable de le faire, parce qu'on a décidé que c'était comme ça et pas autrement, bref. Donc vous imaginez, quand vous montez une exposition, toutes ces caisses, les unes au-dessus des autres, qui peuvent remplir autant finalement d'espace que l'exposition en elle-même. Caisse des mannequins, caisse des vêtements, caisse du matériel qui va servir au mannequinage. Donc le mannequinage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la façon dont on va préparer le mannequin pour recevoir le vêtement. Donc papier de soie, mousse en polyuréthane, plastique, enfin bref, tout ce que vous voulez qui n'est pas très bon pour la nature. Donc on recycle le plus possible. Et aujourd'hui, quasiment toutes les institutions tentent de récupérer leurs propres matériaux, les propres caisses et tout ça, mais quand même, ça a une limite. À un moment, quand la caisse a fait beaucoup de transport, on est un peu... Et puis quand même, quand on fait un mannequinage, on aime bien travailler avec du propre. Je suis la première à... Enfin voilà, j'aime bien quand je mannequine partir avec une matière qui n'a pas été... Mais c'est honte à moi, je le sais. J'ai du mal à moi-même faire du upcycling dans mes mannequinages. Sauf quand vraiment je suis feignante ou que le mannequinage a été super bien fait avant moi. Et là, bon voilà, forcément, il n'y a plus rien à faire. Tout ça pour vous dire que ce qui était... Oui, tu peux avancer. Ce qui était intéressant dans la discussion qu'on a eue avec, grâce pour le coup à Damien et Isabelle, sur l'interrogation d'hériter la mode. Donc j'ai pu m'entretenir avec, d'un côté, Yumiko Hayashi, qui était responsable du patrimoine de mode chez Sonia Rykiel, et puis Odile Prémel chez Chanel. Ce qui était intéressant, c'était de se reposer les questions de ces patrimoines à l'aune de plusieurs éléments. Peut-être que tu peux passer les images, comme ça je parle, juste pour que les gens voient en tête les deux expositions qui se sont tenues. Ce qui m'a intéressée au moment de cette rencontre, le timing était comme ça aussi, c'est que c'était deux exemples patrimoniaux qui arrivaient à deux moments en fait clés. La première exposait d'une certaine façon sa première grande rétrospective à la fondatrice, donc Gabrielle Chanel, donc, lors de l'exposition à Galliera. Peut-être que tu peux montrer, là c'est après Galliera. Ouais, voilà. Bon,
je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu. Elle voyage au Victoria Albert Museum à la rentrée pour ceux qui l'ont raté. Et puis un autre moment charnière qui était l'exposition de Riquiel, qui est juste avant, qui arrivait très peu de temps à un dépôt de bilan. Et il y avait quelque chose comme ça d'assez intéressant dans ce timing un peu dramatique aussi d'une certaine façon. Et donc avec d'un côté Odile et d'un côté Yumiko, on a évoqué bien sûr leur début, le parcours, comment ces patrimoines se sont constitués, comment on se retrouve avec soit un amoncellement de vêtements ou soit rien du tout. Avant que Karl Lagerfeld, il n'y avait pas de patrimoine Chanel. Voilà. Dans le cas de Riquiel, c'est tout le contraire. Sonia Riquiel a gardé beaucoup de choses, et notamment beaucoup de pulls, mais elle n'a pas gardé des tenues complètes. Donc, dans la mise en exposition, c'est compliqué aussi quand vous n'avez que des pulls, par exemple, à exposer. Donc, il y avait aussi l'interrogation de l'état des lieux, l'état des collections. Qu'est-ce que ça veut dire, une collection? Comment on constitue une collection? Ou au contraire, comment on désherbe? Alors, le désherbage, c'est le faire justement d'enlever des éléments de cette collection. Et je conclus. C'est posé aussi la question de la dualité, justement, que tu as évoquée déjà, entre la conservation et la mise en exposition, tous ces paradoxes qui sont liés à la fragilité du vêtement. Se poser la question aussi du devenir de ces archives, à qui appartiennent ces archives. Dans le cas d'un musée, la chose est relativement claire. Dans le cas du privé, eh bien, ça n'est pas si simple. Et le cas de Riquiel met en exergue justement la question de à qui appartiennent ces archives quand une maison de mode dépose le bilan, tout simplement. Sur la nature de ces collections, sur la manipulabilité, je ne sais pas si le mot existe, de ces objets, sur le fait que, encore une fois, dans un musée, l'objet n'est pas manipulable comme un objet vestimentaire, enfin comme une fringue, tout simplement, alors que dans le privé, on peut se permettre, entre guillemets, la portabilité de ce vêtement. Voilà, le patrimoine Chanel prête des objets pour être portés, par exemple. Et puis, récemment, j'ai donc pu poser la question d'un côté, plutôt à Chanel, puisque Riquiel, le patrimoine Riquiel est dans un domaine plus commercial maintenant, sur justement ces défis climatiques, et je terminerai là-dessus. Et en fait, effectivement, la maison Chanel est très investie, mais de façon générale, sur ces questions climatiques, parce qu'ils n'ont pas le choix, aussi, tout simplement, parce que ça a des échos économiques derrière. Mais très concrètement, quand même, il y a quand même une prospection qui est en train de se faire, mais il n'y a pas de réponse immédiate sur la nature des matériaux. Mais je pense que voilà, c'est cette question-là de la nature des matériaux, sur qu'est-ce qu'on peut améliorer pour faire en sorte que, bien sûr, le vêtement se conserve mieux, d'une part, mais qu'il se conserve aussi avec des matériaux plus neutres ou moins nocifs ou plus recyclables. Voilà, donc toutes ces questions sont bien en tête de chacune de ces maisons, mais chacune de ces maisons ont des moyens extrêmement, extrêmement différents. Donc voilà. Merci beaucoup. Oui, non, tout va bien. Merci beaucoup, Sylvie. Effectivement, donc, dans la continuité de ce qu'on vient d'évoquer sur les patrimoines actuels de mode, je voudrais évidemment passer la parole à Isabelle qui va poursuivre cette réflexion autour notamment d'un article que nous avons coécrit, donc toujours dans l'ouvrage, sur précisément l'actualité en fait de cette mode et en particulier l'actualité de ce qu'on appelle la fast fashion, à l'heure précisément du recyclage, de l'upcycling, de ces enjeux qui finalement sont des enjeux très contemporains, mais qui, à notre sens, contribuent potentiellement au patrimoine de demain, au patrimoine de mode de demain. Donc je laisse la parole pour poursuivre cette réflexion plus globale, finalement, sur la mode actuelle et de demain. Alors, bonjour à tous. Et je commence par les fibres de mode, parce que nous aimons toutes les fibres qui font les vêtements. Et nous avons plusieurs années, ce n'est pas seulement ce que la nature nous a donné, mais ce que la nature nous donne. Parce que la nature nous donne de la laine cachemire, et la nature nous donne de la soie, la nature nous donne du coton, et la nature nous donne de l'eau. Et l'eau, c'est une chose qui est fondamentale dans la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. Alors,
rien que pour fabriquer juste un jeans, la plupart des personnes ne savent pas qu'il faut 10 millilitres d'eau. Alors, quand vous entrez dans un magasin, vous avez des centaines de jeans. Donc, vous pouvez vous imaginer combien d'eau il faut pour fabriquer tous les jeans. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de réfléchir sur le présent et sur l'avenir de la mode. Et je veux vous montrer quelques chiffres. Alors, dans l'année dernière, vous pouvez voir sur ce graphique que la production des fibres synthétiques, non l'autre, la production des fibres synthétiques surpasse largement les fibres naturelles. Ça, c'est un problème parce que ces fibres ne sont pas biodégradables. C'est du plastique. La seule chose qu'on peut faire, c'est les recycler. Tu peux avancer, merci. Dans les dernières années, la production des fibres ne cesse d'augmenter, et particulièrement, si vous pouvez voir dans ce graphique, particulièrement les fibres basées sur le pétrole, comme le polyester, l'acrylique, la polyamide, ont augmenté, mais d'une forme très forte. Alors, on peut voir cette évolution d'une façon plus évidente dans cette graphique. Vous voyez que la croissance de la production des fibres textiles est très grande dans ces dernières années, mais aussi très large la production des fibres synthétiques. Alors, je vous montre dans l'autre graphique le pourcentage juste du polyester recyclé, c'est ridicule. Et avec la production qui ne cesse pas d'augmenter, comment va être l'avenir? Parce que vous savez que l'objectif de l'Union européenne, c'est d'avoir 8% de fibres textiles recyclées à l'année 2028. Et ces numéros, c'est très peu, c'est ridicule. Si on réfléchit sur l'avenir, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on doit repenser complètement tout le système de production et vente, et recycler, c'est une idée, mais je pense que c'est une fausse bonne idée, parce qu'il n'apporte pas de solution durable si on ne cesse pas de produire des fibres synthétiques. Alors, nous avons dans plusieurs pays du monde ce triste paysage. Ici, au désert d'Atacama, au Chili, vous voyez les tonnes de vêtements qui sont portés chaque année à Chili. C'est vraiment une chose, un vrai cauchemar. Donc, c'est urgent d'innover d'un total revirement de la situation. Et les technologies d'information peuvent aider énormément. Parce qu'on a nos ordinateurs et dans notre téléphone portable plusieurs applications. Et je vais montrer ici justement une image parce que vous avez déjà entendu ce mot de machine learning. Et je vous donne un exemple très simple. On commence à écrire un mot ou une phrase et la machine nous suggère immédiatement la parole ou la phrase complète. Ça, c'est la machine learning. Elle a un programme qui est automatique et c'est la propre machine qui fait le programme. Si la machine a des datas, il le fait d'une façon meilleure. Alors,
la narrative des producteurs et des consommateurs sur la mode soutenable est là, mais ce que nous avons vu, c'est que les producteurs ont des expressions très vagues. Dans le cas que nous avons étudié, qui est dans le livre que Damien a parlé, nous avons étudié CELPI, une étude de cas de vente online de seconde main, d'occasion, et il y a de l'information plus précise. Alors, CELPI, c'est une exception dans les marques de mode, si on compare avec des autres marques de mode, mais si on fait une étude de contexte en termes des paroles, l'information commerciale qui est là, elle dépasse toute l'information sur la mode soutenable. Alors à ce moment-là, il est important d'apporter de l'information objective, réelle, aux consommateurs, et il faut aussi que les consommateurs cherchent cette information. Parce qu'on a la technologie, mais l'information qui est mise dans les ordinateurs, c'est à nous de décider. Ce que nous avons la machine learning, nous avons de l'intelligence artificielle qui a subi très fort dans ces dernières années. Mais la machine learning et l'intelligence artificielle travaillent avec les données qui sont mises sur l'Internet. Alors, on fait une narrative qui peut être dans un sens ou dans un autre, qui peut être réel, objectif, ou qui peut être pas tout à fait vrai. Alors, on se peut questionner sur les narratifs qu'il faut construire pour la mode du futur. Et ce que je vous propose en termes de débat, c'est de voir quels sont les messages que les marques de mode ont sur ces sites, quels sont les messages qu'on échange dans l'Internet sur la mode, et comment on fait pour construire une mode du futur qui ne soit pas une mode de déchets. Et merci bien pour votre attention. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour conclure un peu sur notre table ronde, on a voulu évoquer effectivement avec Isabelle et Sylvie ce passé, présent et futur des patrimoines de mode qui dépasse, vous le voyez, le cadre simple du terme même de patrimoine et qui pose la question de ce que nous faisons actuellement de la mode pour envisager ce que sera cette sorte de futur du passé, ce qui est encore à venir sur les patrimoines de mode. Et cette question de l'intelligence artificielle, on voulait dire quelques mots pour conclure justement sur notre table ronde. C'est une question très importante puisque Isabelle l'a évoqué, elle se fonde principalement sur les données actuelles disponibles en particulier sur Internet, tant en termes de discours, de narration effectivement, mais plus globalement de comment s'écrivent finalement ces histoires. Sylvie, tu voulais justement conclure sur ces histoires d'intelligence artificielle à l'heure justement de ChatGPT et autres sortes de menaces, mais qui en fait sont des choses évidemment à prendre dans le sens inverse, dans quelque chose de plus positif, de voir comment finalement ces patrimoines de mode s'engagent au sein de ces enjeux d'intelligence artificielle. Oui, il y a au moins deux choses. L'intelligence artificielle est une ouverture, est une possibilité, même si la pollution numérique est une pollution réelle, invisible mais tout aussi réelle. Mais elle ouvre la voie vers le pédagogique, vers l'éducation, vers l'accessibilité au plus grand nombre peut-être d'objets qui ne sont plus accessibles, passés ou futur, justement. Et puis elle permet peut-être une autre façon de créer complètement les choses. En tout cas, le numérique, que ce soit dans le musée, enfin, aujourd'hui on a tous accès à ça, c'est une autre façon aussi peut-être de présenter le vêtement. Je ne dis pas que c'est la meilleure façon et que c'est la façon du futur, mais c'est une façon, c'est une alternative. Et nous allons vers une époque de l'alternative. En tout cas, c'est une question qui est ouverte et c'est justement le moment des questions. On vous remercie beaucoup pour cette présentation. Merci.
Alors, comme nous n'avons pas je crois, de techniciens ou de personnes, si vous avez des questions, il faut parler fort, et à voix haute. Je pense que l'acoustique de cette chapelle permettra d'entendre. Alors, l'avantage de cet épisode Marilyn Monroe, MMKK, comme je l'appelle, Marilyn Monroe, Kim Kardashian, a l'avantage d'être très intéressant parce que c'est pour la première fois le grand public est questionné par ces problématiques qui se posent tous les jours, en fait. Tous les jours, les marques de mode, alors je parle plutôt bien sûr des marques privées, des patrimoines privés, sont confrontées aux prêts vestimentaires. Et tous les jours, des Kim Kardashian veulent porter des robes dans lesquelles elles ne rentrent pas. Donc, la solution, c'est de faire un doublon, tout simplement, de refaire la robe à la taille de la personne. Pendant très longtemps, on faisait des vêtements adaptés au corps du vêtement, au corps de la personne. Là, on veut faire le contraire. On veut que le vêtement s'adapte. Enfin, ça s'apparente pas. On ne peut pas mettre un vêtement, un 36 sur un 54. Ça n'est pas possible. Donc, l'avantage de cette mise en lumière, c'est qu'elle a pu permettre de soulever plusieurs problématiques, de la fragilité du vêtement, de l'unicité du vêtement, de l'aura aussi du vêtement. C'est vrai que souvent, on croit que l'objet vestimentaire n'est qu'un objet commercial ou qu'un objet plastique. C'est aussi un objet auratique, et c'est en ce sens-là que ça peut devenir une œuvre d'art aussi. Si j'essaie de faire le pont avec l'histoire de l'art. Mais oui, je trouve que ça a au moins cette vertu-là. Et je sais que moi, je donne des cours en histoire de la mode à l'Université Lyon 2, et tous mes étudiants m'ont dit « Ah, mais qu'est-ce que vous pensez de Marilyn Monroe ?» et même dans mon entourage. Donc je trouve que ça a ce côté très positif, mine de rien. Et pour une fois, d'ailleurs, c'était une restauratrice qui a pris la parole sur les réseaux sociaux, et c'est rare aussi qu'on laisse la place aux restaurateurs. Donc... cette robe a été restaurée pour rien d'ailleurs, parce que du coup il a fallu tout refaire. Et puis c'est foutu, c'est fou. Alors, si je peux répondre, je voudrais évoquer une histoire que j'ai découverte justement en m'intéressant à l'évolution en fait de ces patrimoines, en tout cas de l'entrée de ces patrimoines au musée. Je m'étais intéressé en particulier au travail de Madeleine Delpierre, qui était donc une des toutes premières conservatrices, première directrice en fait du Palais Galliera, conservatrice justement de la collection de costumes du musée Carnavalet avant qu'il arrive justement au musée de la mode de la ville de Paris. Et en fait, dans ces archives, en fait, c'est simplement donc une série qui conserve au musée Carnavalet, une série de carnets où elle écrivait au jour le jour comment se passait la constitution de cette collection dans les années 50 et 60. Elle évoque en particulier l'ORTF qui est venu la voir pour lui demander de faire une sorte de reportage animé ou une sorte de défilé où des mannequins viendraient, donc des mannequins de l'époque, viendraient porter les costumes de la collection qui venait donc de la Société du costume que j'évoquais précédemment. Et donc c'est passionnant de voir Madeleine Delpierre évoquer cette histoire-là en le disant « Mais incroyable, ces gens de l'ERTF s'imaginent qu'ils peuvent faire porter des costumes historiques comme ça. Ils ont beaucoup insisté, j'ai résisté. Malheureusement, le directeur du musée Carnavalet m'a obligé à faire porter ces costumes sur des mannequins évidemment qui n'avaient pas du tout ni la taille ni la poitrine pour. » Donc assez croustillant de découvrir en fait dans ces archives des questions que se posent, en tout cas que se posaient les conservateurs et conservatrices, notamment donc Madeleine Delpierre, sur le fait de porter des tenues sur des corps qui n'étaient absolument pas faits pour, en quelque sorte, et tout simplement la question de savoir si on doit faire porter, ou du moins si les musées doivent résister à cette injonction des médias, dès l'époque, des années 50, de faire la promotion en fait, du vêtement au-delà du simple mannequinage, donc vraiment sur des mannequins vivants, et donc de faire porter ces tenues. Donc cette question de Kim Kardashian, vous voyez, est beaucoup plus ancienne que prévu, elle remonte déjà à loin. Et même l'une des conservatrices fondatrices d'un musée, je crois que c'est Basse, si je ne dis pas de souvenir, qui elle avait la démarche contraire. C'est-à-dire que pour elle, le vêtement historique, donc vêtements historiques, 17, 18, 19e, qui sont sur des corps, donc vous imaginez bien, vous imaginez une silhouette 17e, c'est pas la même qu'une silhouette contemporaine.
Et elle avait une autre vertu, son nom m'échappe, bon bref, je pense que la fière ne décolle pas tout le cerveau là aujourd'hui. Et en fait, elle avait une autre démarche qui était que justement, pour que le plus grand nombre comprenne la silhouette historique, il fallait qu'il soit porté. Et donc elle s'évertuait de faire porter, alors bien sûr, sa démarche aujourd'hui serait complètement critiquable et surtout impossible, parce que là, c'était un musée. Et donc, elle s'évertuait de faire porter des vêtements, pas des répliques, des vrais vêtements d'époque, et à laquelle elle ajoutait toute la panoplie, c'est-à-dire que dans sa vertu, c'était le vêtement n'existe pas sans la perruque, sans la coiffure, sans le bijou, sans la chaussure. Donc il y avait toute une espèce de panoplie du vêtement qui était présentée. Et puis bon, après un conservateur est arrivé et a dit « Ouh là là, bijoux, on va arrêter toutes ces petites pratiques ». Mais il n'empêche qu'elle a réussi à démocratiser comme ça peut-être aussi le côté ringard ou vieillot qu'on pouvait avoir aussi à un moment donné sur le vêtement historique. Et d'ailleurs, la dichotomie, enfin, j'en revenais tout à l'heure, pourquoi on montre plus de contemporains que d'historiques? Il y a aussi peut-être ce manque de liens qui existe pourtant fondamental, des liens économiques, des liens politiques, des liens techniques. Mais bon, après, c'est vrai que ça coûte plus cher aussi de faire des expos historiques, pour être très franc. La question de la portabilité, oui, bien sûr. Mais est-ce que vous porteriez un vêtement dit régional, un costume folklorique du XVIIe? Voilà. En fait, c'est ça. C'est plutôt la fragilité de la pièce qui pourra être mise en question. Ça peut être aussi l'évolution de la silhouette qui peut être interrogée. C'est en ce sens que peut-être le numérique peut être intéressant. C'est-à-dire on peut faire porter une silhouette du XVIIe à un corps du XXIe, par exemple, en trichant. C'est ce que font les costumiers pour le cinéma et le théâtre tous les jours, et on ne le voit pas, et on trouve que c'est hyper contemporain. Il suffit d'aller voir le dernier film de Maïwenn, Chanel Maïwenn. Donc vous voyez, on peut aussi interférer dans tous les cas, mais dans tous les cas, moi je trouve ça bien, quoi qu'il arrive, quoi. Et même si des fois, la démarche, par exemple, de cette conservatrice qui ne l'était pas, de faire porter du vêtement historique, je la trouve très pertinente et très intéressante. Même si, bien sûr, aujourd'hui, je la condamne. Je la trouve pertinente, vraiment. Je voulais dire quelque chose sur deux aspects de la mode qui sont très importants pour moi. Une, c'est cette sorte de fragilité que les personnes parlent très souvent, mais en même temps, on a des exemples comme par exemple la tunique égyptienne qui on garde au musée des tissus de Lyon et qui a 4 millions d'années. Alors, en même temps, je m'excuse de donner mon exemple, mais aujourd'hui, tout ce que je porte, à l'exception de l'underwear et des chaussures, a plus de 50 ans. Tout. Par exemple, ce sac a plus de 100 ans. Il a été de ma grand-mère, plus de ma tante, et puis je l'hérite. Alors, la question de la fragilité est une question qui peut être liée avec soigner les choses qu'on aime. Oui. En même temps, il y a une chose qui est très, très importante dans la mode, c'est que la mode a quelque chose de particulier avec l'architecture, parce que c'est une création qui a un lien avec le corps.
est tridimensionnel. Alors, quand on entre dans un salon, l'architecte a toujours cette réflexion sur la mesure et sur ce qui est l'homme dans cet espace. Et tout est étudié sur ce point de vue. Et avec l'habillement, c'est la même chose. Alors, ce sont des choses qu'on peut réfléchir parce que je pense que peut-être quelquefois, on pense très souvent sur cette fragilité ou la durabilité comme une chose qui appartient à la mode, mais on peut aussi parler de la fragilité en termes des édifices et des peintures et des autres choses. Bien sûr qu'il est particulier, mais ce que je me demande, c'est si on aime une chose et si on soigne cette chose, peut-être il peut durer très longtemps. Alors c'est un défi en termes historiques. D'autres questions ? En fait, il y a deux choses. Il y a les nouvelles matières que l'on croit nouvelles qui ne le sont pas du tout, genre la peau de banane, genre la glycine, genre le lin. On a juste oublié que ça se tissait. Donc il y a deux choses. Il y a d'un côté la mode en tant qu'élément productif, j'allais dire en tant qu'économie, trouver des alternatives à la chimie. Aujourd'hui, je crois que ces alternatives, elles existent, mais ce sont des choix politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie de vous habiller avec une veste en glycine qui va coûter 1000 fois plus cher que Shine, par exemple? Mais pourquoi pas? C'est un choix aussi. Personnellement, effectivement, moi, je n'achète quasiment plus de vêtements. Mais il faut pouvoir. Ce sont des choix politiques et économiques. Après, il y a effectivement tous ces nouveaux matériaux. Alors nouveaux vraiment avec des guillemets, ou en tout cas ces matériaux peut-être encore un peu méconnus ou mal étudiés. Soit parce qu'on n'a pas le recul, soit parce que ces matériaux sont nouveaux. Donc je pense notamment à tout ce qu'on peut faire avec de la protéine de lait, tout ce que propose aussi l'impression, l'impression numérique. Seul le temps nous dira en quoi ces matériaux sont observables. Mais tous les jours, on constate que des matériaux que l'on croyait fragiles ne le sont pas, ou le contraire. Tout le monde croit que les jeans, c'est costaud. Oui, c'est costaud, ça dépend comment vous le portez, comment vous l'accrochez. Donc moi, j'ai fait une exposition de jeans en 2012 et j'ai pris soin de tous les vêtements. J'ai fait très attention au cuir, j'ai fait très attention aux laines, parce que la laine, c'est fragile. Et les jeans, finalement, je me suis dit, je peux me permettre un mode de présentation qui va utiliser cette solidité. Je n'avais pas pensé que dans mon climat, mon air était trop sec et que mes jeans se sont fendus, tout simplement. Donc, il y a aussi des surprises, et là, encore une fois, on n'est jamais... je crois que nul expert ne peut se dire « moi, je sais ». Et ouais, donc il y a deux choses. Il y a le côté conservatoire, et il y a le côté... c'est le problème aussi de la mode, c'est que c'est un domaine très polysémique. De quoi on parle? Est-ce qu'on parle d'un outil économique et industriel, ou est-ce qu'on parle de quelque chose de culturel, d'émotionnel? Et c'est tout ça. Donc c'est la grande difficulté aussi. Je voulais ajouter à ce que Sylvie a dit, parce que vraiment en termes de nouveaux matériaux, vous avez, comme avec tous les matériaux que nous avons dans la mode, une sorte de mix entre des chefs d'œuvre qu'on veut préserver, parce que ces œuvres ont une histoire à raconter et une histoire qui est complexe. Le produit de mode, c'est un produit complexe parce que
c'est un produit qui, si on étudie ce produit, on a beaucoup d'informations en termes politiques, en termes économiques, en termes personnels de la famille, etc. Alors, c'est un produit vraiment compliqué ou complexe qui nous donne beaucoup d'informations. Mais quelquefois, je m'amuse en pensant que nous aurons dans le futur l'hypothèse de mettre nos jeans ou nos chaussures dans le jardin pour nourrir les plantes. Ça, c'est l'économie circulaire. Et ça, c'est le chemin que nous faisons à ce moment-là, non? Et nous avons le choix de garder parce qu'il vaut la peine, parce qu'il y a quelque chose de symbolique et quelque chose à raconter, parce que, par exemple, dans notre livre, ce que nous parlons, c'est que ces patrimoines de mode sont très importants pour les histoires qu'ils nous racontent, mais aussi pour être d'inspiration de nouvelles histoires. Ils sont souvent le début d'une autre histoire. Alors c'est très important de préserver et en même temps de créer des choses nouvelles. Moi, je suis très pessimiste de nature. Je crois qu'il faut arrêter de produire. Il faut arrêter de produire des vêtements. Enfin, voilà, mort à l'industrie textile, mais en tant que surproducteur, quoi. Enfin, je pense qu'on a largement dans nos garde-robes de quoi vivre jusqu'à la fin de notre vie, quoi. Mais bon. Mais écrivons, par contre. On peut écrire, on peut réfléchir, on peut faire. Voilà, il y a plein de choses qui sont pas nocives pour la nature. Mais vous voyez, la mode est vraiment terriblement paradoxale. Terriblement paradoxale. Moi, j'ai travaillé pour une marque de mode qui a produit, surproduit. Je voyais ces entrepôts où on fabriquait, vous savez, des soldes. Parce que bon, vous ne l'aurez pas, hein, tout ce que vous achetez en solde, c'est fabriqué pour être vendu en solde. Et voilà, les bras m'en tombaient. Et moi, de mon côté, dans cette même entreprise, je veux dire, je conservais des œuvres du passé. Donc, il y avait ce contexte, voilà, très, très paradoxal. Mais achetez bien, voilà. on vous rejette toute la faute sur vous. C'est votre faute. D'autres questions? Oui. Moi, j'avais une question du coup plutôt sur le côté académique, parce que donc là, on a vu par exemple avec l'exemple Mugler que c'était un matériau qu'on ne connaissait pas forcément, et pourtant dans les formations par exemple de conservation, il y a des spécialités où on a beaucoup de connaissances comme l'Égypte, la peinture ou des choses comme ça, et pourtant la mode qui est émergente a du mal à émerger du côté académique. Est-ce qu'en fait le problème ne vient pas de là? Oui et non. Enfin, d'un point de vue académique, ça dépend. Il y a le côté universitaire qui est, je dirais, plus réflexif sur la mode en tant qu'histoire, en tant que sociologique, en tant qu'économie. Et il y a une approche, je dirais plus INP, c'est-à-dire conservatoriale, ce mot n'existe pas, désolé, en termes de conservation. Et je pense qu'aujourd'hui, quand même, les conservateurs formés par l'INP ne sont pas les mêmes qu'il y a 20 ans, tout simplement. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup d'avancées, il y a beaucoup de formations, il y a des vadémécums qu'on trouve aujourd'hui facilement. Mais en fait, c'est plutôt une méconnaissance qui peut se faire à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec un vêtement, on vous dit c'est du latex, ok, latex, c'est naturel, c'est stable, normalement c'est bon, sauf qu'en fait, oui, c'est du latex, mais ça se trouve c'est un caoutchouc synthétique. Donc je pense que quand même, là pour le coup, je suis assez optimiste, vous voyez, moi aussi je suis très paradoxale. Je pense qu'il y a quand même un gain de connaissance qui vraiment se fait, et encore une fois, par ce dialogue entre les conservateurs et les restaurateurs, qui ne se faisait peut-être pas avant. Je pense. Mais on a sûrement un retard à rattraper. La mode a un retard à rattraper d'un point de vue universitaire. C'est le cas des Fashion Studies. Je crois que demain, il y a une très belle conférence sur les Fashion Studies belges. Donc, ce retard par rapport à l'histoire de l'art, si on veut dire, va se rattraper, je pense. Ça, je suis assez optimiste là-dessus.
Oui, simplement pour peut-être aussi conclure, parce que je crois qu'on est quasiment à la fin de notre table ronde. Effectivement, il y a peut-être deux pans d'une même histoire, c'est-à-dire d'un côté la dimension académique qui concerne beaucoup plus l'histoire des modes ou l'histoire de la mode et qui peu à peu s'inscrit dans un paysage français. Je dirais que nul n'est prophète en son pays, alors que la France est quand même un des pays au niveau mondial qui a un des fleurons de l'histoire, enfin de l'industrie du luxe, du textile et de la mode. D'un point de vue académique, on est vraiment complètement, je dirais, à la ramasse. Allons-y, disons un vrai terme. Et donc c'est un retard qu'on est peu à peu en train justement de rattraper, heureusement, dans différents contextes, en histoire, en économie, en histoire de l'art, dans d'autres et même aussi évidemment en économie, en gestion. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes. Et il y a de l'autre cette question qui nous occupait aujourd'hui de conservation, de matérialité, de sauvegarde, qui évidemment occupe aussi les historiennes et les historiens de la mode et qui a plus attrait au monde des musées. Et moi, je pense que justement, ce qui a été évoqué aujourd'hui, notamment par Sylvie et Isabelle, sur cette histoire que je voulais aussi introduire embryonnaire au 19e siècle et qui explose en fait à la fin du 20e siècle, au début du 20e siècle, va de pair en fait avec cette attention de plus en plus portée aux objets. C'est-à-dire que les expositions de Blockbuster ont permis de dire, vous voyez, la mode est un enjeu important, elle fait rentrer du public, donc il y a un enjeu économique derrière, dans une industrie culturelle, et donc il faut s'en occuper. Et donc je pense que ça va de pair en fait, c'est-à-dire que l'explosion qu'on a actuellement de ces expositions est liée aussi à de plus en plus d'espaces de sauvegarde, et notamment à l'INP, qui n'était pas présent il y a 15 ou 20 ans par exemple. Donc je pense que les choses vont de pair dans cette histoire à la fois donc, du disciplinaire, de l'académique et des musées au sens large du terme. Alors, je ne sais pas s'il y a une toute dernière question, mais je pense qu'on est quasiment à la toute fin de notre table ronde. Oui, c'est ça, on va surtout nous mettre dehors, on voit que les gens trépignent d'impatience pour la séance suivante, donc on va laisser la place. En tout cas, on vous remercie toutes et tous d'avoir été jusqu'au bout de cette table ronde. Et bon festival, merci.